Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle rencontre francophone patients-médecins sur la maladie de Waldenström organisée par Waldenström France. Donc, pour cette année, c'est une première puisque cette conférence est une webconférence et je vois que vous êtes nombreux à avoir répondu présent. Le temps que tout le monde se connecte, je vous propose de vous présenter la plateforme pour que vous puissiez tous communiquer et savoir comment poser vos questions aux intervenants au cours de cette webconférence. Donc vous remarquerez que votre écran est séparé en deux parties. Sur fond noir, vous voyez les diapositives qui serviront de support à cette webconférence, ainsi que les vidéos des différents intervenants. Sur votre partie droite, sur fond blanc, vous pouvez constater qu'il y a un onglet chat, donc c'est écrit en haut à droite de votre écran. Alors c'est ici que vous allez pouvoir communiquer entre vous, nous saluer, nous dire d'où vous êtes connecté par exemple, et également faire remonter d'éventuels problèmes techniques, par exemple de son ou de vidéo. Les équipes vous répondront pour que vous puissiez assister à cette webconférence dans les meilleures conditions. À droite de cet onglet de chat, vous pouvez constater qu'il y a un onglet questions. Vous pouvez cliquer dessus et c'est ici que vous pourrez poser vos questions qui seront ensuite soumises à l'oral aux intervenants. Donc, je vous ai schématisé ça, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Sur la droite de votre écran, un onglet de chat pour communiquer et un onglet questions juste à côté pour poser vos questions. Donc, avant que cette webconférence ne commence, je vous rappelle que ce n'est pas une consultation à distance et que le but est de poser des questions de portée générale et de ne pas, poser des questions qui soient relatives à votre situation médicale spécifique. Donc voilà, cette webconférence va commencer. Je vais céder la parole à Madame Paulette Gérard, qui est la présidente de l'association Waldenström France. Bonne webconférence. À vous, Paulette. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence, cette webconférence qui est, comme le disait Alexandre tout à l'heure, une première pour nous. Cette webconférence est donc organisée par Waldenström France. Cette année encore, nous avons eu à cœur d'organiser cette rencontre patient-médecin qui est quand même un moment fort dans la vie de notre association. Nous avons dû en modifier les conditions d'organisation pour des raisons sanitaires, vous le comprendrez, mais soyez assurés que nous avons tout mis en œuvre pour que cette conférence soit quand même au plus près de vos attentes. Cette année encore, cette rencontre va être riche en informations diverses brodiguées par Madame la professeure Véronique Leblond, Monsieur le docteur Sylvain Choquet et Monsieur le docteur Damien Rousseveil. Vous trouverez le détail de leurs interventions un petit peu plus bas, je vous le détaillerai tout à l'heure. Nous vous souhaitons donc une très bonne webconférence. Avant toute chose, avant de démarrer, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ne sont pas avec nous et qui auraient bien voulu l'être cet après-midi, ceux qui souffrent, ceux qui sont en traitement, ceux qui ont beaucoup de problèmes. Donc, toutes nos pensées iront vers eux cet après-midi. Nos intervenants cet après-midi, Madame la professeure émérite, professeure Véronique Leblond, hématologue à la clinique, hématologue clinique hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Puis nous aurons l'intervention du docteur Sylvain Choquet, chef de service hématologie clinique hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et une intervention du docteur Damien Rousseveil, hématologue hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Voilà. Excusez-moi. Donc, le programme de cette webconférence, après mon intervention, je passerai donc la main au docteur Damien Rousseveil, qui vous parlera de la biologie et cibles thérapeutiques dans la maladie de Waldenström, et abordera aussi le sujet de la vaccination anti-Covid chez les patients atteints de la maladie de Waldenström. Puis de 15h à 15h45, nous aurons l'intervention de Madame la professeure Véronique Leblond, options thérapeutiques de la maladie de Waldenström en 2021. Puis nous terminerons par l'intervention du docteur Sylvain Choquet, maladie de Waldenström familiale, état des connaissances à nos jours. Voilà. Et moi, je vous retrouverai en conclusion vers 16h30 pour vous présenter un petit peu l'association et vous faire part de nos projets pour l'avenir. Je vais donc laisser la parole au docteur Damien Rousseveil qui va faire son intervention.
excusez-moi, et qui va vous parler de la biologie et des cibles. Voilà, excusez-moi, je vous laisse la parole, docteur. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc mon nom est effectivement Damien Roseveil et je suis médecin en hématologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc je vais donc vous parler de biologie et de ce que ça peut impliquer comme développement de nouvelles cibles thérapeutiques dans la maladie de Waldenström. Et je ferai un petit point, une petite aparté sur la fin, sur la vaccination anti-Covid avec des données qu'on a pu récupérer grâce à votre aide à tous au sein de l'association Silk et Waldenström France. Donc, pour débuter sur la maladie de Waldenström ou la macroglobulinémie, je vous ai fait une petite diapositive d'introduction et d'historique. C'est une maladie qui a été décrite par un médecin suédois, qui est monsieur Jan Gosta Waldenström, et qui a décrit donc en 1943 3 premiers patients qui avaient un pic d'anticorps et des pétéchies, donc des saignements des extrémités. Et donc c'est la première description de maladie de Waldenström, donc qui remonte maintenant un peu quasiment 80 ans. La particularité initiale de cette maladie, c'est qu'il y avait beaucoup de célébrités qui pouvaient être atteintes, en tout cas dans les premières décennies où ça a été décrit. Et donc c'était surnommé la maladie des princes, avec, je pense que vous reconnaîtrez sur cette photo certaines personnes, comme l'ancien président Pompidou, l'ancien premier ministre Golda Meir d'Israël ou d'Algérie Boumedienne, le Shah d'Iran et également le prince du Danemark, qui ont été atteints de cette maladie. Cette maladie, elle est définie finalement assez simplement. Vous rencontrez sans doute peut-être d'autres termes qui définissent le grand groupe dans lequel se trouvent les maladies de Waldenström, puisque souvent on donne aussi le terme de syndrome lymphoprolifératif B chronique, comme d'autres maladies comme la LLC ou les lymphomes de la zone marginale, ou plus simplement les lymphomes B indolents, qui est un terme assez correct et assez simple pour se formaliser la maladie, puisqu'on l'oppose au lymphome dit agressif. De façon plus précise, c'est un lymphome dit lymphoplasmocytaire, parce que je vais y revenir, mais il y a une accumulation de certaines cellules qu'on appelle des lymphocytes et des plasmocytes. Donc elle est définie par des critères qui sont très carrés, qui sont internationaux, de l'OMS, et qui associent à la fois une infiltration de ces cellules, donc de ces cellules du système immunitaire, les lymphocytes B, qui peuvent être soit des lymphocytes B immatures, soit des lymphoplasmocytes, donc des cellules un peu plus avancées dans la différenciation lymphocytaire B, ou des plasmocytes qui sont les cellules les plus différenciées, les plus différenciées, les plus prêtes à fabriquer des anticorps spécifiques pour nous protéger contre notamment les infections. Donc l'infiltration elle est essentiellement dans la moelle osseuse, mais parfois ces cellules peuvent aller dans les ganglions ou dans la rate ou beaucoup plus rarement dans d'autres tissus. Donc il y a à la fois cette infiltration de cellules et ces cellules, qui sont des cellules du système immunitaire, vont fabriquer des anticorps. Et donc ça, c'est l'autre critère pour parler de cette maladie. Ils sécrètent des anticorps de type IgM. Donc il faut la présence dans le sang d'une IgM, quel qu'en soit le taux. Et donc ça, c'est en général la façon dont on découvre la maladie. C'est la présence d'une IgM dans le sang. C'est une maladie qui est rare, puisqu'elle représente seulement 1 ou 2% de toutes les maladies hématologiques lymphoïdes. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre dans moins de 1% des maladies hématologiques. Ça touche principalement des sujets de l'âge de 70 ans, c'est la médiane de diagnostic. Et on va le revoir, mais cette maladie peut être précédée par un état pré-Waldenström, qui est la présence seulement d'un pic d'anticorps, sans qu'on voit une accumulation de cellules dans la moelle osseuse, ce qu'on appelle une gammapathie monoclonale de signification indéterminée de type IgM ou MGUS. Ce sont les termes que vous pouvez rencontrer. Et donc cette maladie, la plupart du temps, elle est de découverte fortuite, et donc elle est Véronique Leblond va vous en parler, mais la plupart du temps, dans une grande proportion de cas, elle est dite asymptomatique, elle n'engendre aucun symptôme. Mais parfois elle devient symptomatique et les symptômes sont à la fois reliés soit à la prolifération de ces cellules dont je vous ai parlé dans la moelle osseuse, soit aux propriétés finalement de l'immunoglobuline qui est sécrétée, qui peut soit se déposer sur des tissus, soit rentrer en contact avec des éléments qui sont indispensables physiologiquement dans l'organisme, notamment par exemple la myéline pour les nerfs, ce qui donne les neuropathies anti-MAG, ou alors certains facteurs de la coagulation et ce qui peut donner des troubles de l'hémostase. Il y a des symptômes qui sont plus généraux, qui sont liés en général à des substances fabriquées par les cellules de la maladie, qui peuvent donner de l'amaigrissement, parfois de la fièvre ou des sueurs.
Le symptôme le plus fréquent, c'est finalement l'anémie, qui est liée à l'infiltration de ces cellules dans la moelle osseuse, qui, par différents mécanismes, empêchent que soit les globules rouges soient correctement fabriqués. Donc, à quoi sert la biologie dans cette maladie? C'est ce que je vais essayer de vous exposer, et il y a 3 ou 4 champs principaux qui nous intéressent plus particulièrement. Donc, ça peut permettre le diagnostic de la maladie, mais ce qui est probablement encore plus intéressant, c'est d'essayer de prédire le pronostic et surtout de prédire quel va être le traitement qui va être utile pour tel ou tel patient. En termes de biologie, comme je vous les ai dit, il y a l'examen simple pour poser le diagnostic. Ils sont de 2 types. Là, en général, c'est une électrophorèse des protéines sériques, donc qui est représentée sur ce schéma ici, en haut, au milieu, où vous voyez avec une flèche rouge le pic d'anticorps sur cette électrophorèse, où migrent en général toutes les protéines. Le grand pic tout à droite, c'est l'albumine, et le grand pic tout à gauche, c'est le pic d'anticorps, donc qui est en excès, ce qui n'est pas normal. Donc ça, c'est la plupart du temps une découverte qui peut être fortuite où cet examen est prescrit devant quelques symptômes. Et une fois qu'on a cette présence d'un pic d'anticorps, pour poser le diagnostic, il faut faire un examen de la moelle osseuse, soit une biopsie ostéomédulaire, c'est-à-dire qu'on prend une carotte d'une partie de l'os du bassin, auquel on peut associer ce qu'on appelle un myélogramme, c'est-à-dire une aspiration qui est très importante parce qu'elle pourra permettre de faire des examens beaucoup plus poussés pour décrire très précisément le type de cellules qui sont atteintes, et également faire des examens plus poussés de biologie moléculaire pour rechercher certaines mutations qui peuvent être importantes à la fois pour le diagnostic, mais aussi éventuellement pour le développement de cibles thérapeutiques et éventuellement des traitements dits ciblés et adaptés à chaque patient. Donc, je vais revenir sur ces points dans les diapositives suivantes. L'un des points également importants pour le diagnostic et l'intérêt de ces examens, c'est de faire le distinguo devant la présence de cet anticorps de type IgM entre une maladie de Waldenström qui est clairement la cause la plus fréquente quand il y a un pic d'IgM versus d'autres maladies comme le lymphome de la zone marginale qui est le diagnostic qui pose le plus de problèmes. On peut rencontrer un pic IgM dans une LLC, mais le diagnostic là est beaucoup plus simple puisqu'on fait directement le distinguo sur la présence de beaucoup de lymphocytes dans le sang et par un immunophénotypage. Donc l'immunophénotypage, c'est un examen de cytométrie de flux. On en parle de plus en plus parce que c'est un examen qui est très puissant et qui a complètement bouleversé l'hématologie au cours des dernières années. C'est un examen dont le principe est finalement assez simple puisqu'il permet de repérer à la surface d'une cellule qui est figurée au milieu de la diapositive la présence à la surface de cette cellule de différentes protéines qui vont faire l'identité d'une cellule. Et la machine permet de faire passer une cellule l'une après l'autre et de repérer la présence de différents anticorps à la surface et donc de définir la spécificité d'une cellule. Donc ça permet de repérer des marqueurs dits B, du lymphocyte B, donc de savoir que les cellules qui s'accumulent sont des lymphocytes B. Et puis après, on peut définir des marqueurs qui sont plus précis et qui peuvent permettre de distinguer une maladie de Waldenström versus un lymphome de la zone marginale ou une LLC. Il y a beaucoup de travaux à la Pitié-Salpêtrière pour essayer de définir un score diagnostique sur cet examen-là. Et des données récentes montrent que probablement nous pourrons avoir un score diagnostic assez robuste dans les prochaines années pour cette maladie-là, ce qui est un grand progrès. L'autre chose qui est important quand on fait un examen de la moelle, c'est d'essayer de repérer dans ces cellules anormales, ces cellules tumorales, la présence de certaines caractéristiques qui sont acquises, donc ça je vais y revenir dessus, et qui sont dans le génome de ces cellules. Donc le génome, c'est un peu le plan de fabrication d'une cellule, c'est là où il y a tous les plans pour savoir ce qui va être fabriqué, ce qui va composer la cellule. Et comme vous le savez sans doute, le génome globalement, c'est l'ADN d'une cellule qui initialement peut être complètement décompacté avec un code vraiment très précis, ce code de fabrication de tout ce qui fait une cellule, et qui va progressivement se compacter pour former ce qu'on appelle les chromosomes. Donc on peut étudier ce génome soit à l'échelle de l'ADN, de la séquence de l'ADN, donc c'est ce qu'on appelle en général la biologie moléculaire, où on peut regarder de façon plus grossière, mais c'est également intéressant, des anomalies du chromosome entier, et donc c'est ce qu'on appelle la cytogénétique. Et il y a également des techniques d'hybridation in situ, de fiches, c'est peut-être des termes dont vous entendez parler, qui peuvent permettre de repérer des anomalies de chromosomes.
Les anomalies dont on va parler, elles sont génétiques certes, mais elles sont acquises. Et à contrario de ce que va vous présenter Sylvain Choquet, ce sont des anomalies qui n'étaient pas présentes à la naissance et qui sont simplement acquises dans les cellules tumorales, mais pas dans les autres cellules de notre organisme. Et on peut distinguer deux types d'anomalies, celles qui sont dites clonales, qui surviennent donc au tout début de la maladie et qui vont être présentes dans toutes les cellules. Et avec le temps, certaines cellules, mais pas toutes, peuvent acquérir d'autres événements, soit de chromosomes, soit de gènes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les anomalies sous-clonales secondaires, qui sont représentées en bas à droite. Donc l'anomalie la plus importante qui maintenant va bientôt fêter son anniversaire de 10 ans de découverte, c'est l'anomalie du gène MYD88 qui est présent chez plus de 95% des patients qui ont une maladie de Waldenström. Il y a d'autres mutations de ce gène, puisque la plus fréquente est la L265P, qui ont été décrites. Et les mutations du gène MYD88 représentent environ 97 à 98% des cas. C'est un événement qui est très précoce et si on le recherche dans des cellules de la moelle osseuse de patients qui ont une gamme-pathie monoclonale et donc pas encore de Waldenström, on peut également la retrouver. Donc c'est probablement un événement très précoce, mais qui n'explique pas que nous développions, en tout cas qui n'est pas suffisant pour développer une maladie de Waldenström. Pourquoi c'est intéressant d'avoir découvert cette mutation? Petit 1, parce que ça peut permettre d'orienter fortement le diagnostic. Donc, c'est un critère maintenant qui est très important pour le diagnostic. Et puis, ça permet de mieux comprendre comment cette cellule survit et prolifère. Et donc, ça, c'est un schéma un petit peu compliqué, mais où il y a une membrane cellulaire vers le haut, des récepteurs qui sont ancrés à cette membrane et qui vont recevoir des signaux de l'extérieur. Et ces signaux, en général, c'est des signaux du micro-environnement qui permettent à la cellule d'avoir un signal qui lui dit de survivre et de proliférer. Donc ce signal de survie et de prolifération implique cette molécule qui s'appelle MYD88 que vous voyez en rouge en haut et toute une cascade d'activation d'autres protéines qui vont être importantes pour envoyer le signal jusqu'au noyau. Et dans cette cascade de signalisation, il y a une autre protéine qui s'appelle BTK, qui est primordiale. Et ça, c'est très intéressant puisqu'il y a actuellement des cibles thérapeutiques qui sont utilisées dans d'autres maladies, mais qu'on utilise maintenant largement dans la maladie de Waldenström, et qui sont des inhibiteurs de cette protéine qui permettent de couper la signalisation et donc de couper le signal de survie ou de prolifération de ces cellules. Donc les molécules dont va vous reparler le professeur Leblond, c'est notamment l'ibrutinib, ou maintenant un médicament encore plus moderne, le zanubrutinib, qui fait partie de la même classe. Si on fait une petite digression, la compréhension de la biologie des cellules et des lymphocytes B de Waldenström permet d'avoir plein d'idées pour le développement de nouvelles thérapeutiques. Et donc, en plus de ce que vous voyez en violet à droite qui correspond à la signalisation de MYD88 et l'importance de BTK, vous avez une autre protéine en dessous qui s'appelle IRAK. Et donc ça, c'est un exemple. Il y a des inhibiteurs d'IRAK qui sont développés et qui pourraient permettre éventuellement d'avoir la même activité que les inhibiteurs de BTK. Et tout ce qui est figuré ici sont des voies de signalisation qui proviennent en généralement de signaux du micro-environnement qui sont très importantes pour la survie et la prolifération de la cellule et qui peuvent être inhibées, notamment des inhibiteurs de PI3 kinase qui ont été développés dans le protocole français, l'idélalisible, et il y a maintenant d'autres molécules mieux tolérées que l'idélalisible qui sont en cours de développement. Je vais vous reparler d'une mutation d'un gène qui code pour un récepteur qui est le récepteur CXKR4 qui est présent dans 30 à 40% chez 30 à 40% des patients. Et donc il y a un développement très intéressant d'inhibiteurs aussi de cette molécule qui sont probablement prometteurs dans cette maladie-là. On peut également envisager que tous les récepteurs dont je vous ai parlé repérés en immunophénotypage peuvent être ciblés par ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Et l'exemple le plus connu, c'est celui du rituximab, cet anticorps anti-CD20, le CD20 étant exprimé à la surface de tous les lymphocytes B. Et donc inhiber, l'anticorps qui va se fixer sur cette protéine peut permettre d'induire un signal de mort dans la cellule. Et on peut imaginer ça avec différents autres marqueurs. Si on revient sur l'intérêt de la mutation MYD88 diagnostique, après avoir fait cette petite digression, c'est un intérêt primordial puisque c'est présent chez 95% des patients, mais il faut savoir que ça ne définit pas la maladie. C'est pas parce qu'on a une mutation de MYD88 qu'on a forcément un Waldenström. On peut avoir un état aussi pré-Waldenström et ça peut être rencontré dans quelques rares cas d'autres maladies. Donc son absence n'exclut pas le diagnostic, on va y revenir, mais c'est très évocateur.
Est-ce que par la suite sera un intérêt en termes de thérapeutique? Ça, c'est à définir encore, puisqu'il y a certains patients MID88 qui semblent se comporter moins bien, je vais y revenir. Donc une fois qu'on a donné les intérêts sur le diagnostic, on peut évoquer les intérêts sur le pronostic de la biologie. Donc on connaît des marqueurs simples qui sont par exemple le taux d'hémoglobine de plaquettes, le taux de bêta-2 microglobulines ou le taux du pic qui permettent de faire des scores pronostiques qui permettent d'évoquer le pronostic de chaque patient. Alors cela c'est intéressant, mais ce n'est pas intéressant à l'échelle individuelle, c'est intéressant à l'échelle collective pour connaître le pronostic général de population, mais pour un patient donné finalement ça n'a pas forcément d'intérêt puisque ça ne va pas définir s'il y a besoin d'un traitement et ça ne va pas définir le type de traitement. Donc, est-ce que les marqueurs biologiques comme MID88 ou la présence d'autres anomalies de chromosomes ou de gènes peuvent être intéressantes? Ben, clairement, oui. La réponse est oui. Notamment, il y a beaucoup d'études, et ça, c'est maintenant bien démontré, que les patients qui ont un véritable Waldenström sans mutation MID88, sous réserve de problématiques techniques qui feraient qu'on ne détecte pas cette mutation, eh ben, semblent moins bien se comporter que les autres patients. C'est une frange très rare de la population de patients de Waldenström, mais le pronostic de ces patients est plus péjoratif. L'autre mutation récurrente en dehors de MID88, c'est la mutation, enfin les mutations du gène qui s'appelle CXCR4 qu'on recherche beaucoup plus fréquemment au cours des dernières années, qui intéresse 30 à 50% des patients. Et ce qui a été démontré, c'est que les patients qui ont cette mutation, en général, ont plus d'infiltration de cellules dans la moelle et un pic IgM plus important. Et les équipes américaines qui utilisent beaucoup les inhibiteurs de BTK ont montré que sous zibotinib, sous cet inhibiteur de BTK, les patients qui ont une mutation de CXCR4 semblent avoir une réponse qui est plus lente et moins bonne que ceux qui ne sont pas mutés pour CXCR4. Nous, dans nos travails français, ça a été confirmé également dans d'autres études, et c'est la courbe rouge sur le diagramme, enfin sur la figure de droite en bas, ne semble pas se comporter moins bien que les autres quand ils reçoivent ce qu'on appelle une immunochimiothérapie avec l'acronyme ICT. Donc, est-ce que finalement les patients CXCR4 bénéficieraient plus d'un traitement de type immunochimiothérapie que des inhibiteurs de BTK? Ça reste à démontrer, mais c'est éventuellement une piste. L'autre marqueur qui est important, c'est-à-dire prédictif pour choisir un traitement, qui est déjà connu dans beaucoup d'autres maladies et dans beaucoup d'autres maladies du lymphocyte B, notamment la LLC, c'est les anomalies du gène TP53. Quand les cellules de Waldenström ont une anomalie de TP53, elles sont en général résistantes aux chimiothérapies et les patients qui portent cette maladie-là se comportent moins bien que les autres. C'est les courbes qui sont vers le bas, mais sur la figure de droite, c'est la courbe en rouge. Donc ça a été bien montré sous immunochimiothérapie et probablement que dans les prochaines années, on va aller vers un traitement, même chez les patients Waldenström, qui va se décider selon cette anomalie-là, et on choisira des thérapies ciblées dont va vous parler Véronique Leblond pour ces patients-là, en espérant qu'ils se comporteront, ou qu'on gommera leur mauvais pronostic grâce à l'utilisation de cette nouvelle thérapeutique. Enfin, pour résumer, la maladie de Waldenström, comme j'ai essayé de vous l'exposer, c'est une maladie qui est multi-étape. Il y a un état, on va dire, bénin qui s'appelle la gammapathie monoclonale de signification indéterminée, où on peut retrouver déjà la mutation MID88 et où il n'y a pas d'infiltration dans la moelle et pas de symptômes reliés à la présence de cette immunoglobuline monoclonale. Probablement qu'avec le temps, il y a certaines mutations qui vont apparaître, éventuellement celles de CXCR4 ou d'autres, et on va passer à des cellules qui vont plus proliférer et qui vont commencer à être beaucoup plus visibles dans la moelle osseuse, avec toujours un pic d'anticorps bien sûr dans le sang, mais toujours aucun symptôme. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les Waldenström dits asymptomatiques, qui représentent une large proportion des Waldenström au diagnostic. Et enfin, probablement avec encore l'accumulation d'autres événements génétiques, mais également peut-être en lien avec le micro-environnement, cette maladie de Waldenström va avoir des conséquences sur l'organisme, soit par l'infiltration de la moelle ou des ganglions, soit par les propriétés particulières de l'IgM. Donc j'espère vous avoir convaincu que la biologie semblait vraiment très intéressante et pertinente pour le diagnostic, ça c'est certain. Pour le pronostic,
c'est de plus en plus démontré et probablement que ça va être très intéressant d'avoir ces anomalies de gènes pour prédire la résistance à certains traitements et éventuellement aller vers une stratification de notre programme thérapeutique selon les caractéristiques particulières des cellules de la maladie. Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail pour essayer de démontrer tout cela, à la fois sur la recherche de ces anomalies de gènes ou de chromosomes, mais sur des choses aussi plus complexes qui touchent notamment le micro-environnement qui est probablement très différent d'un patient à l'autre. Donc, il y aura des questions sur cette première partie, bien sûr, plus tard, mais je passe donc sur la deuxième partie qui concerne la vaccination. Donc, comme je vous avais dit, nous avons pu mener un travail à l'échelle nationale grâce à l'aide de l'association Silk et en parallèle d'un projet qui avait été mené chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique et grâce également à l'association Waldenström France. Et donc, grâce à vous, puisque nous avons eu énormément de réponses sur notre enquête et nous vous remercions encore. Nous sommes actuellement à 168 patients qui ont pu être analysés pour cette question de la vaccination. Donc je vais vous présenter les résultats dans la fin de la partie de cette présentation. Juste pour rappeler le principe de la vaccination. La vaccination, le principe, c'est de donner un petit bout de l'agent infectieux sur lequel on veut délivrer une immunité. Cet antigène qui va être donc injecté la plupart du temps sous la peau ou dans le muscle va être reconnu par nos cellules qui s'appellent les macrophages et va être présenté à nos cellules du système immunitaire et va être présenté aux lymphocytes T dits auxiliaires. Ceux-là vont à la fois éduquer des lymphocytes B pour leur présenter cet antigène et leur faire fabriquer des anticorps qui sont spécifiques de cet antigène et qui vont donc pouvoir contrôler l'agent infectieux sur lequel on décide de faire la vaccination. En plus de ces anticorps qui sont fabriqués principalement par les plasmocytes ou les lymphocytes des mémoires, le lymphocyte T auxiliaire va également éduquer d'autres lymphocytes T qui sont des tueurs et qui vont être capables directement de détruire, donc c'est en général ce qu'on appelle l'immunité innée, vont permettre de détruire les cellules qui portent l'agent infectieux. Donc notre immunité post-vaccinale, elle est à la fois liée aux anticorps fabriqués par les lymphocytes B et les plasmocytes, mais également par les lymphocytes T. La vaccination, je vous ai parlé de ce qui se passait après la première injection, ce qui permet ici, ce qui est représenté sur la courbe bleue, donc montre l'amplitude de votre réponse, que ce soit en termes de taux d'anticorps ou de présence de lymphocytes T tueurs dits cytotoxiques. Et une deuxième injection, comme c'est figuré sur ce schéma, est très importante puisque la courbe bleue va beaucoup augmenter, donc l'amplitude de votre réponse et vos capacités à contrôler un agent infectieux vont être décuplés grâce à cette deuxième injection. Donc comment on peut évaluer si la vaccination était efficace? C'est quelque chose qu'on ne fait pas en général en pratique, mais face à cette épidémie, cette pandémie qui nous a tous beaucoup inquiétés, on a développé des façons de savoir si les anticorps étaient présents chez les patients, et donc c'est ce qu'on appelle les sérologies, donc qui évaluent le taux d'anticorps. Et la petite particularité, c'est qu'il y a deux types d'anticorps qu'on peut détecter contre le Covid. Les anticorps qui sont dits anti-N, qui représentent les anticorps que l'on fait quand on a été infecté par le Covid, et les anticorps anti-S ou anti-spike, dont vous avez sans doute entendu parler, qui sont à la fois eux présents en post-infection, mais aussi en post-vaccination. Donc pour évaluer la réponse vaccinale, il faut absolument faire les anticorps anti-S, puisque les anti-N ne vont pas monter après une vaccination. Et donc, ce qui se faisait beaucoup moins, donc ça peut se faire en pratique courante, c'est ça qu'on a évalué dans notre enquête, mais on peut également regarder si ces lymphocytes T tueurs existent bien après vaccination. Et donc ça, c'est des choses qui sont pas utilisées en pratique courante, et donc on appelle le quantiferon ou l'ELISpot, et qui vont en gros permettre de voir si les lymphocytes T réagissent bien à la présence d'un antigène qu'on leur présente à nous. Donc pourquoi on s'intéresse à ça en hématologie? C'est parce qu'on sait que malheureusement il y a des maladies qui touchent les lymphocytes B et les lymphocytes T, et je vous ai dit que donc c'était les cellules les plus importantes pour donc nous protéger contre
en post-vaccination contre un agent infectieux. Et malheureusement, on sait que la fonction des lymphocytes B et des lymphocytes T chez les patients atteints de maladies hématologiques, en général, est altérée à la fois en quantité mais aussi en fonction, en qualité. Et donc ça, soit lié à la maladie, soit lié au traitement reçu. Et en bas, vous avez un schéma qui représente le taux de réponse sérologique de patients de type LLC. Alors là, c'est une autre maladie où on sait que le défaut des lymphocytes B et des lymphocytes T est important. Et on voit que le taux est largement loin d'être à 100% à la fois pour le vaccin de l'hépatite B à gauche ou le vaccin contre le zona à droite, et que quand on reçoit des traitements, notamment les inhibiteurs de BTK, cette réponse est encore plus faible. Donc nous nous sommes intéressés sur tout à l'échelle de la France, et donc encore une fois grâce à votre aide, à la fois en interrogeant directement des médecins qui avaient ces données pour ces patients, mais également sous la forme d'une enquête électronique pour laquelle vous avez sans doute reçu des messages. Donc c'était entre avril et juin 2021, et donc l'intérêt c'était de récupérer les données, de savoir si il s'agissait de patients avec un Waldenström asymptomatique ou symptomatique ayant ou pas reçu un traitement, et de regarder la sérologie des anticorps anti-S. Donc là, je vais vous présenter les données disponibles pour 115 patients, mais maintenant nous sommes à 168, mais les résultats sont exactement superposables entre 115 et 168 patients. Donc, les caractéristiques de cette cohorte de patients, c'est des cohortes de vie générale, donc 115 patients avec une médiane au moment de la vaccination de 72 ans, principalement des hommes comme c'est connu dans la maladie de Waldenström. La plupart des gens avaient reçu un vaccin de type Pfizer, et il y avait fait notable 24% des patients qui n'avaient jamais reçu de traitement, et parmi les patients qui avaient reçu de traitement, il y avait 16% des patients qui étaient encore en cours de traitement, et parmi ces patients qui étaient encore en cours de traitement, il s'agissait essentiellement de patients qui recevaient un traitement au long cours par inhibiteur de BTK ibrutinib. Donc quels sont les résultats? Et les résultats, c'est que pour l'ensemble de la cohorte, le taux de positivité de ces anticorps anti-S, il est de l'ordre de 70%. Donc ça veut dire qu'il y a 29% des patients qui n'avaient pas réussi à monter de réponse immunitaire suite à la vaccination. Et donc ce qui est intéressant, c'est, je ne peux pas vous montrer avec la flèche, mais c'est ce qui est en violet et en rouge, plutôt vers la gauche. Donc c'est que les patients qui n'ont jamais reçu de traitement ont 96% de taux de réussite de la vaccination, donc ce qui est comme la population générale. Et en revanche, quand on a été traité, on a un taux de réponse d'anticorps qui est beaucoup plus faible, de l'ordre de 60%. Et donc on peut distinguer au sein de ces patients qui ont reçu des traitements certaines situations. Donc les patients qui sont en cours de traitement, de façon générale, ont un taux de réponse vaccinale qui est de l'ordre de 35 à 40%. Et on n'a pas l'impression que le fait d'avoir un inhibiteur de BTK soit plus péjoratif. Et en revanche, ce qu'on voit très bien, c'est que probablement les patients qui ont été traités mais qui n'ont plus de traitement, donc qui ont reçu un anticorps monoclonal anti-CD20, et on pense que comme c'est ça qui est le plus important, les lymphocytes B pour fabriquer les anticorps, c'est le médicament qui probablement est majeur dans le fait d'avoir une réponse vaccinale plus faible. Et donc plus on se met à distance du dernier traitement, plus le taux et la chance d'avoir une réponse vaccinale est importante. Nous avons également travaillé à recueillir des données sur les patients qui avaient reçu une troisième dose. Alors là, c'est la troisième dose qui n'est pas la dose de rappel, on va dire 6 mois après, mais qui est la troisième dose dans cette tranche avril-juin. Donc essentiellement des patients qui avaient une sérologie qui était négative après 2 doses, sur lequel normalement il est possible, voire recommandé d'essayer de faire une troisième dose. Et là, on voit que sur les 33 patients qui avaient une sérologie négative après 2 doses, il y en avait 12 qui ont réussi à avoir une sérologie positive après 3 doses, ce qui correspond à peu près à un tiers des patients. Donc ça, c'est le même chiffre qui a été retrouvé dans la leucémie lymphoïde chronique. Et la dernière chose que nous cherchons à étudier, qui est beaucoup plus préliminaire, c'est de savoir finalement si il y a une corrélation entre le taux d'anticorps que l'on voit par la sérologie et éventuellement le taux ou la fonction de ces lymphocytes T tueurs. Donc la question, c'était de savoir est-ce que des patients avec une sérologie par exemple négative peuvent quand même avoir une protection par les lymphocytes T tueurs ou non, et à contrario, est-ce que la sérologie, est-ce que c'est un bon reflet aussi de la réponse des lymphocytes T tueurs?
à savoir est-ce que des patients à sérologie positive pourraient avoir des fonctions T qui seraient moins bonnes. Donc ça, c'est un travail qui est encore en cours. Je vous remercie de votre attention, j'en ai terminé. On va passer, merci Damien pour cette présentation extrêmement claire. On va passer aux questions sur diapo, puis ensuite aux questions qui ont été posées en ligne. Et pour ce qui est des questions sur diapositive, la première, est-ce qu'il y a, Damien, un intérêt à étudier le profil d'expression génique au diagnostic? Est-ce que cela permettrait d'évaluer les patients afin de prédire leur risque d'évolution, les aider au choix du traitement? Donc c'est une très bonne question. Alors par profil d'expression génique, je ne sais pas exactement ce qui est entendu. Si on réfléchit par rapport ou en tout cas aux mutations ou aux anomalies de chromosomes, si c'est ça qui était la question, pour l'instant ça n'a pas été évalué dans le risque d'évolution. On sait simplement qu'il y a certaines études qui, chez les patients Waldenström asymptomatiques, donc qui n'ont pas encore besoin de traitement, le fait d'être MYD88 wild type semble donner un risque d'évolution qui est plus important vers le Waldenström symptomatique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré. Sur le risque d'évolution, j'ai essayé de vous montrer ce qui était connu pour MYD88 wild type ou muté, et puis pour CXCR4. Mais pour l'instant, ça ne découle pas encore, mais ça devrait éventuellement découler sur des perspectives thérapeutiques différentes. Pour le profil d'expression génique, si c'est entendu comme le terme scientifique, c'est-à-dire de regarder quelle est l'expression de tous les gènes dans une cellule, ça c'est des traitements, c'est des choses qui sont vraiment trop préliminaires, qui sont plutôt de l'ordre de la recherche, donc on n'utilise pas en routine. Merci. Deuxième question qui est plus pratique et la clinique. J'ai 55 ans, j'ai un diagnostic de Waldenström tout récent en février de cette année, j'ai une neuropathie, mais pas de traitement pour l'instant de la maladie de Waldenström. Alors, les questions, il y en a trois différentes. La première, c'est est-ce qu'il est possible que je vive encore quelques années sans traitement et sans évolution, que ça soit stable? Deuxième question, est-ce qu'on peut évaluer le temps qui reste avant le besoin d'un traitement et alors sur quels critères? Et puis, la dernière question qui est plus générale, qui dépasse un peu la neuropathie, est-ce qu'il y a des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui ont un Waldenström qui ne nécessiteraient jamais de traitement? Alors effectivement, il y a beaucoup de questions dans cette question. Donc c'est pas facile de répondre parce que il y a deux façons dans cette situation. Il y a à la fois un Waldenström et puis une neuropathie. Donc, il est tout à fait possible, en tout cas, que la maladie n'évolue pas. Ça, c'est tout à fait possible. On sait que parmi les patients Waldenström asymptomatiques, et je crois que le professeur Leblanc va vous en reparler, mais il y a à 10 ans du diagnostic encore un tiers des patients qui n'ont pas évolué. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et il est probable, mais ça c'est difficile à évaluer parce que c'est toujours une situation dynamique, que encore avec le temps, si on avait encore plus de recul, il y a toujours des patients qui n'ont toujours pas besoin de traitement, voilà, jusqu'à la fin de leur vie. Et donc les critères pour évaluer le risque d'évolution, c'est un peu les mêmes que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des critères pronostiques, mais qui à l'échelle individuelle ne sont pas vraiment adaptés, mais on peut utiliser des marqueurs comme la bêta-2 microglobuline, comme le taux de bout d'anticorps qui s'appelle les chaînes légères, qui peuvent prédire sur des grandes populations le risque d'une population particulière à évoluer, mais c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, on ne l'utilise pas. Et enfin, est-ce qu'il y a des personnes jeunes qui ne nécessitent jamais de traitement? En tout cas, pour une personne jeune de 55 ans, comme je vous le disais, il y a un tiers des patients qui, 10 ans après, n'ont encore pas besoin de traitement. Donc, la réponse est oui. Et toujours un petit peu dans cet esprit de pronostic, est-ce qu'on a des données récentes qui évaluent la durée de vie moyenne des patients atteints de Waldenström? Donc, il y a des données. Alors, ce qui est difficile, c'est que souvent les études distinguent les patients Waldenström asymptomatiques des patients Waldenström symptomatiques. Et ce qui est difficile aussi, c'est comme c'est heureusement une maladie qui se contrôle bien au cours du temps, il est difficile de capturer à un temps T en fait les innovations au cours des dernières années. Donc, comme c'est quelque chose de dynamique, et le pronostic des patients ne cesse de s'améliorer. Et donc les chiffres, même faut pas que ça soit des chiffres coup près, mais la survie médiane
médiane actuellement des patients qui sont Waldenström symptomatiques, elle est de 10 ans, mais elle est probablement déjà en train de s'améliorer. Là, on passe plus sur des essais et adaptés à la biologie. Il y a des essais qui évaluent l'impact thérapeutique des anomalies moléculaires comme les atteintes du bras long du 6, le bras court du 17, des mutations P53 dont tu as parlé, SPI1, etc. Est-ce qu'il y a des études qui sont prévues, mais vraiment ciblées sur ces mutations pour savoir s'il y a un intérêt thérapeutique, pronostic et d'adaptation éventuelle? Donc c'est une très bonne question. Nous, c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous développer dans ma présentation. Donc il n'y a pas d'études actuellement qui posent la question à anomalie particulière, traitement particulier, mais c'est vraiment tout à fait les projets d'études qu'on souhaite faire de façon prospective pour dire effectivement si à anomalie notamment de TP53, les thérapies ciblées de type ibrutinib font mieux que l'immunochimiothérapie. Donc pour l'instant, ce qu'on essaie de faire pour démontrer ça, comme c'est aussi une maladie rare, donc c'est difficile d'avoir des populations de patients avec des anomalies particulières, donc des populations importantes. Ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de prendre de façon rétrospective les données de patients qui ont telle ou telle anomalie et qui ont reçu tel ou tel traitement et d'essayer de comparer ces populations qui, à la même anomalie génétique, ont reçu des traitements différents. Mais ça demande beaucoup de patients et il faut apparier ces patients en termes d'âge, éventuellement de comorbidité et d'autres caractéristiques de la maladie. Donc, c'est pas simple. Donc, pour l'instant, pour répondre à la question, il n'y a pas de protocole prévu. Question plus biologique et un peu fondamentale. Quelle est la durée de vie moyenne des IgM dans le corps et comment sont-elles éliminées? Alors la durée de vie des IgM, c'est de l'ordre, on dit classiquement, de 7 jours, entre 5 et 10 jours. Alors le processus d'élimination naturelle, donc l'IgM c'est essentiellement intravasculaire, donc dans les vaisseaux, et je parle sous le contrôle de mes amis médecins, mais le recyclage, il se fait essentiellement par des cellules qu'on appelle les monomacrophages, donc les endocytes qui les avalent, et ça peut se faire également par les cellules endothéliales, donc du vaisseau. On arrive sur la vaccination. J'ai reçu ma première injection en janvier, la deuxième en février, troisième en juin. On va s'arrêter pour l'instant à ça. Serait-il souhaitable de penser à une quatrième injection d'ici la fin d'année, ce qui ferait 6 mois entre les deux dernières? Donc, c'est la question 1 de distance et 2, est-ce qu'il y a un intérêt à faire une quatrième injection ou pas pour l'instant? Alors, par rapport à la distance, c'est tout à fait les recommandations qu'on a, c'est-à-dire de faire une dose de rappel 6 mois après la précédente. Là, dans cette situation-là, je comprends qu'il y a eu nécessité d'une 3e dose du fait que les 2 premières n'ont pas été assez efficaces. Donc, il est tout à fait probablement important de penser à une 4e dose, et donc à 6 mois après la dernière, ça me paraît tout à fait licite. Donc on peut le faire comme ça, de façon pragmatique, et il y a certaines personnes qui regardent donc la sérologie dont je vous ai parlé, la sérologie anti-S, pour essayer de savoir à quel moment le taux d'anticorps diminue et à quel moment cette dose de rappel sera intéressante. Mais s'il y a besoin d'une 3e dose en juin, le taux est probablement pas très élevé, donc il paraît tout à fait souhaitable de penser à une 4e injection. J'ai été vacciné et j'ai eu 3 injections. Je n'ai pas développé d'immunité. Si je fais une infection Covid, quel type de... Alors, ça dépasse un peu nos spécialités d'hématologues, mais quel traitement en cas d'infection préconisez-vous entre les traitements monoclonaux, antiviral Merck, etc. Effectivement, ça dépasse un petit peu les compétences, mais donc en tout cas c'est une très bonne question, c'est-à-dire que sans immunité contre le Covid, bien sûr ça peut être toujours préoccupant, surtout si il y a une nouvelle vague importante. Et donc ce qui est disponible et qui est très bien connu sont les traitements monoclonaux, c'est-à-dire perfuser à des patients des anticorps anti-Covid. Donc ça c'est vraiment maintenant ça se fait en pratique
courant, en tout cas c'est disponible, à la fois dans une situation dite de post-exposition, c'est-à-dire si on a été cas contact Covid ou si on a le Covid, et ça il faut essayer de le faire dans les 5 premiers jours, et donc ça peut permettre de vraiment de contrôler la maladie et d'éviter des formes sévères, ça a été démontré, et ça a été démontré aussi chez des patients immunodéprimés. Et puis il y a la situation dite en pré-exposition où là il faut perfuser des anticorps tous les mois, donc qui est beaucoup plus lourde. L'antiviral de Merck, il a été utilisé à ma connaissance principalement chez des gens en dehors des situations d'hématologie, donc c'est difficile de se prononcer. Ça a l'air d'être intéressant, mais sur les formes modérément ou sévères de maladie, les données sont pas forcément enthousiasmantes, et surtout il n'y a rien qui a comparé chez des patients en hématologie l'antiviral à des traitements monoclonaux. Donc s'il faut répondre à cette question, je préconiserais plutôt ce qui est bien connu, donc les perfusions d'anticorps monoclonaux. Et question sur le vaccin contre la grippe. Je n'ai pas fabriqué d'anticorps contre le vaccin anti-Covid. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que j'ai une vaccination anti-grippe ? Très bonne question, posée par de nombreux patients en consultation. C'est une excellente question qu'on se pose aussi, mais malheureusement on n'a pas de la réponse puisqu'on ne dose pas les anticorps et on ne fait pas les sérologies antigrippales en pratique courante, donc on n'a pas ces informations-là. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt dans une situation où on se dit que à vaccin différent, la réponse vaccinale va pas forcément être la même, et que, en tout cas, on sait que les effets secondaires de la vaccination antigrippaux sont en général pas trop prononcés, donc on préfère faire la vaccination antigrippale en espérant qu'il y ait une petite réponse ou une réponse plus importante, et que ça puisse protéger contre la grippe, qui est encore une fois, même si on parle beaucoup du Covid, une cause de mortalité et d'hospitalisation importante chez les patients immunodéprimés. J'en profite pour ajouter une question en ligne qui est à peu près identique. Est-ce que je peux faire le vaccin anti-grippe et anti-Covid en même temps ? La réponse est oui. Actuellement, je n'ai pas de traitement, j'ai une IgM à 14 grammes, j'ai des anti-MAG, une analyse de sang et des scanners qui sont normaux. Pour la 3e dose, dois-je continuer absolument avec le vaccin Pfizer que j'avais vu au début, ou puis-je être vacciné maintenant avec Moderna ? Alors c'est une question qu'on me pose également souvent. Il y a, à ma connaissance, pas de recommandation. Il y a eu même un emballement, je sais pas si c'est un emballement, mais en tout cas de l'enthousiasme au cours de l'été sur le fait qu'il y avait des études qui rapportaient que la réponse vaccinale pouvait être peut-être meilleure. Je crois que ça n'a pas été finalement démontré en alternant le type de vaccin à ARN messager. Donc en tout cas, ça ne me semble pas du tout être un problème de changer, puisqu'il y a même certaines études qui suggéraient que ça puisse être mieux. Donc a priori, ça sera au moins équivalent. Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème. Alors pour les questions en ligne qui ont été assez nombreuses, je vais faire dans le sens inverse. Une dernière sur les vaccins, et on reviendra un peu à la biologie. Sur les vaccins, est-ce qu'on peut faire un vaccin contre le zona lorsqu'on est atteint d'une maladie de Waldenström ? Alors le problème du vaccin contre le zona, c'est que c'est un vaccin qui est vivant, et donc nous on recommande pas de faire le vaccin contre le zona, parce que ça peut être dangereux, surtout en situation de patients immunodéprimés avec un emballement parfois de la réponse vaccinale. Pour revenir maintenant à la biologie, une question très générale, c'est quoi le micro-environnement ? Ah oui, le micro-environnement, donc c'est une bonne question, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais comme je vous disais, la maladie de Waldenström, c'est une maladie de la moelle osseuse, et dans la moelle osseuse, heureusement, il n'y a pas que des cellules forcément de Waldenström, mais il y a des cellules normales, et dans ces cellules normales, il y a notamment des lymphocytes T dont je viens de vous parler, tout un tas d'autres cellules qui peuvent être en contact avec les cellules de la maladie, parfois les aider à survivre ou à proliférer, et parfois aussi les contrôler. Donc c'est important de savoir donc quelles sont les cellules qui entourent les cellules tumorales. Donc les cellules qui entourent, c'est ça
ça qu'on appelle le micro-environnement. Il y a tout un tas de types cellulaires différents, voilà, qui peuvent avoir un impact sur l'évolution de la maladie. Et donc c'est important, ça pourrait être important, en tout cas c'est des travaux qu'on essaie de faire, de mieux comprendre quelles sont ces cellules-là et en quoi elles aident ou en quoi elles peuvent contrôler la maladie pour éventuellement après essayer de cibler ces cellules-là ou de les diriger contre les cellules tumorales. Alors, on fait des questions de diagnostic. Il y en a une, peut-être, ça me permettra de rappeler quand on fait le diagnostic de Waldenström. Je n'ai eu qu'une ponction d'un ganglion et ma maladie semble être sans infiltration de la moelle osseuse. Cela veut-il dire qu'un jour ma maladie évoluera vers une aggravation, vers cette aggravation? Alors, excuse-moi Sylvain, je n'ai pas entendu le début. Alors, en gros, je te le dis, j'ai eu une ponction de ganglion et ma maladie semble être sans infiltration de la moelle osseuse. Cela veut-il dire qu'un jour ma maladie évoluera vers cette aggravation? Donc moi je comprends comme... Ah, t'as coupé ton micro, Sylvain. Ton micro est coupé. Ouais. Moi je comprends la question comme on m'a fait un diagnostic de Waldenström sur une ponction de ganglion et est-ce qu'un jour ça va aller dans la moelle osseuse? Alors, comme je vous l'ai dit, le diagnostic de maladie de Waldenström, pour être strict, il faut une évaluation de la moelle osseuse. Et donc, s'il n'y a pas de cellules dans la moelle osseuse, on ne peut pas parler de maladie de Waldenström. En revanche, il existe d'autres formes de maladies où les cellules sont à peu près les mêmes, mais leur appétence pour des tissus est différente et donc se mettent essentiellement dans les ganglions. C'est ce qu'on appelle les lymphomes lymphoplasmocytaires. Donc, c'est peut-être cette situation-là. Et après, il y a des formes de maladies qui restent principalement dans les ganglions, donc ça ne va pas forcément aller dans la moelle. Une question théorique après. Si on fait une recherche de mutation sur la moelle, est-ce qu'on peut passer à côté de mutations qui seraient à d'autres endroits de la moelle osseuse de l'organisme et qu'on ne verrait pas, et du coup faire une sous-évaluation? Donc, si on reste simple quand même, encore une fois, la maladie de Waldenström, c'est une maladie de la moelle osseuse. Donc, en général, dans les formes classiques, si le diagnostic a été fait là, si on a réussi à avoir un nombre de cellules suffisant et qu'il n'y a pas la mutation de MYD88 sur la moelle, c'est peu envisageable, voire pas envisageable, qu'il y ait d'autres cellules autre part du même type qui portent la mutation. Question au sujet des pics d'IgM. Il y en a une avec la relation avec l'amylose. Est-ce qu'il y a un taux à partir duquel il y a un risque d'amylose? Et un autre, à l'inverse, est-ce qu'il y a un taux maximal d'IgM au-delà duquel il y a forcément des symptômes? Alors pour la question de l'amylose, alors finalement c'est pas tant le taux d'IgM entier qui est important, peut-être comme vous le savez, mais c'est dans l'amylose un bout des anticorps. Les anticorps sont formés à la fois de chaînes lourdes et de chaînes légères, et donc les cellules de la maladie peuvent fabriquer l'anticorps entier, mais parfois aussi un bout d'anticorps, où ce bout d'anticorps peut se désagréger de l'anticorps entier. Et donc c'est ces chaînes légères, ce taux de chaînes légères, et plus que le taux finalement, pour répondre à votre question, c'est les propriétés de ces chaînes légères qui vont se déposer sur des tissus ou non, et donc c'est ça qui fait l'amylose. Donc il n'y a pas vraiment de taux de risque. Il y a des patients qui ont un taux très faible de chaînes légères justement et qui ont malheureusement une amylose parce qu'il suffit de très peu de ces chaînes légères qui ont des propriétés particulières qui fait qu'elles se déposent facilement, qui entraînent l'amylose. Et concernant le taux de l'anticorps entier, de l'IgM entier, il n'y a pas vraiment de seuil, mais on sait que le pourcentage de risque d'avoir ce qu'on appelle un syndrome d'hyperviscosité, probablement c'est à ça que le patient pensait, il augmente effectivement avec le taux, et au-delà de 50 grammes de pic, ce risque devient important. Et on peut être amené à discuter selon le taux et surtout la cinétique, c'est-à-dire est-ce que le pic augmente progressivement et rapidement au cours des derniers mois. On peut discuter de commencer un traitement sur ce critère-là. Est-ce qu'on peut avoir une gammapathie de signification indéterminée à vie sans jamais une évolution vers une maladie? La réponse est oui, tout à fait. Très bonne réponse. C'est bref. Hein. C'est bien, c'est bien. Bah non, il faut répondre aux questions, c'est important. Et quels sont les symptômes qui font évoquer une neuropathie? Alors,
Ça, c'est la grande spécialiste, le professeur Véronique Leblond. Donc, elle pourra peut-être sans doute intervenir. Mais donc, la neuropathie, donc effectivement, ça peut être fréquemment associé à la maladie de Waldenström du fait des propriétés de l'immunoglobuline qui vont faire que l'anticorps se dépose sur la gaine de myéline. Il y a d'autres mécanismes, mais qui sont plus rares, qui peuvent aussi donner des symptômes neurologiques. Mais donc, le plus classique, donc c'est dans le cadre de la neuropathie dite anti-MAG, et les symptômes, c'est principalement des symptômes à type de fourmillement ou de perte de la sensibilité qui commencent la plupart du temps aux extrémités et surtout aux membres inférieurs. Parfois, ça peut être douloureux et avec le temps, ça peut remonter, c'est-à-dire initialement atteindre les orteils, puis remonter au niveau du cou de pied, à la cheville, et jusqu'éventuellement au genou ou plus haut, et parfois atteindre les membres supérieurs. Donc les symptômes principaux, c'est vraiment voilà, ces types de fourmillement, de perte de la sensibilité, d'avoir la sensation de marcher un peu comme sur du carton, et parfois le fait de pas bien se repérer dans l'espace, ça donne parfois des troubles de l'équilibre. Donc c'est ce qu'on peut voir aussi par ce défaut de repère dans l'espace. Et puis, dernière question, parce qu'il y en avait une sur le centre de Bigny, mais je pense que Véronique va plutôt en parler avec la clinique. Est-ce qu'il y a une association ou des associations connues entre Waldenström et d'autres cancers? Bonne question. Alors, il y a des associations, à ma connaissance, il y a en dehors de... En fait, les anomalies du système immunitaire peuvent faire que effectivement notre système immunitaire qui est utile pour se protéger contre les infections, mais qui est aussi utile pour contrôler d'éventuelles maladies cancéreuses, le fait qu'il soit altéré peut favoriser le développement de cancer. Donc ça, c'est bien démontré dans une autre maladie qui s'appelle la LLC, notamment pour les cancers cutanés. Mais dans la maladie de Waldenström, l'association, à ma connaissance, est moins forte. Et puis après, il y a tout ce qui est induit par les traitements, mais donc là, c'est un autre champ de la question.